Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Justice et Promotion, une émission des droits et de justice qui est encadrée par l'ASBEL Les Salomon Justice et Promotion avec son responsable numéro 1, Maître José Yombo Chimpangila. Aujourd'hui, nous parlons de ces grands thèmes, les droits du travail. Alors, nous avons ici dans ces studios de la télévision APSI, Maître John Omehata Wemboloa, qui se trouve être collaborateur de Maître José Yombo. Avec lui, nous allons comprendre ce qui c'est les droits du travail d'une manière pratique, puisque nous avons constaté que dans notre société, il y a trop de conflits professionnels, comment s'en sortir et comment harmoniser son travail vis-à-vis des tierces et du patronat. Maître John, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Clément. Soyez bienvenus. Très content de vous avoir dans ces plateaux, dans ces studios, ces plateaux d'APSI Télévision. Et d'entrée de jeu, j'aimerais comprendre comment se porte l'ASBEL Les Salomon Justice et Promotion. Oui, l'ASBEL Promotion, Justice et Promotion se porte bien. Président Maître José Yombo est à l'intérieur du pays pour l'implantation, comme il a dit l'autre fois. Et je pense que nous sommes à pied d'œuvre. Alors, dites-nous, qu'est-ce que les droits du travail? C'est une question embarrassante. Le législateur n'a pas défini le droit du travail. Mais néanmoins, il y a des doctrinaires que je cite à passant, maîtres locaux, Oumadi Kounjo, quand vous consultez son ouvrage, Madame Daranas, Monsieur Loenyam, Moukadiboni, tous et ailleurs, on pense que le droit du travail, c'est l'ensemble de règles qui régissent l'employeur et le travailleur. Voilà un peu. Donc, c'est l'une des composantes de la législation sociale, on peut dire ça comme ça? Oui, le droit du travail fait partie du droit social, ensemble avec le droit de sécurité sociale, qui est régi actuellement par une autre loi. Donc, c'est une composante du droit social, je le confirme. Voilà, pourquoi est-ce que les droits du travail ne concernent pas les travailleurs soumis aux droits publics, par exemple les fonctionnaires? On peut prendre aussi ceux qui sont indépendants, artisans, commerçants, etc., profession libérale donc. Et les bénévoles et les dirigeants d'entreprise, pourquoi ces droits du travail ne les concernent pas? Le droit du travail ne les concerne pas, tout simplement par la volonté du législateur, puisque le législateur a voulu que chaque corporation soit régie par une loi particulière. Par exemple, les avocats. Nous avons notre loi sur le barreau. Les magistrats sont régis par le statut de magistrat, ainsi de suite. Donc, c'est par la volonté du législateur. De deux, cette catégorie dont vous venez de citer ne sont pas régis par le Code du travail tout simplement, puisqu'il n'y a pas la rémunération. Ils ne sont pas des gens mis sous le principe de préposition. Non, ça n'existe pas chez eux. Mais donc on est indépendant, on est libre. Ils trouvent quand même quelque chose, ces gens que j'ai pu citer là. Prenons les avocats. Ils trouvent les avocats honoraires sont payés par les clients. Et on n'appelle pas ça le salaire, mais ce sont des honoraires, bien sûr. Mais ce n'est pas l'État qui paye, c'est le client qui paye.
C'est les clients qui payent. Mais les fonctionnaires aussi, ces droits ne les concernent pas. Ils sont payés par l'État directement, les fonctionnaires. Ah oui, mais le fonctionnaire est régi pas par le Code du travail, mais il est régi par la loi particulière, le statut personnel de carrière. Oh, justement, puisque nous parlons de ça, nous sommes en République démocratique du Congo. Quel est l'organe ou la structure chargée de l'applicabilité de ces règles régissant un employeur et les travailleurs qui lui sont soumis? Évidemment, ceux qui sont chargés de l'applicabilité de cette loi de 2002. C'est depuis 2002. Hein? Depuis 2002. Du 16 octobre 2002. Merci pour la précision. C'est la loi portant code du travail. Cette loi a comme organe et structure pour son applicabilité, d'abord, c'est le ministre ayant en charge la prévoyance sociale, donc le ministre du Travail en charge de la prévoyance sociale, qui y est obligé de tout faire pour faire connaître cette loi et faire appliquer dans les cas échéants. Il y a aussi l'inspection du travail, qui est là aussi pour faire appliquer cette loi. Inspection générale du travail. Il y a aussi inspection urbaine du travail, qui est chargée de faire appliquer cette loi. Dans des provinces. Dans des provinces. Il y a aussi le groupe des syndicats sont appelés à faire appliquer aussi. Ah bon? Les syndicalistes aussi interviennent. Les syndicalistes sont là. Il y a aussi le Conseil national du travail, qui a aussi le rôle de faire appliquer la loi. Mais au-delà de ces structures ou organes, chacun de nous est appelé à faire respecter la loi. Puisque la loi, dès qu'elle est promulguée, elle est censée être connue de tous. Alors, d'où viennent les conflits sociaux? Les conflits de travail, les conflits professionnels? Généralement, les conflits naissent de la mauvaise interprétation des dispositions légales, notamment. Vous voulez dire la mauvaise applicabilité ou bien la mauvaise interprétation? Mauvaise interprétation, mauvaise applicabilité, la méconnaissance de ce droit peut amener à la violation de la loi à laquelle nous faisons allusion. C'est pourquoi chacun de nous est appelé à connaître, maîtriser ce droit pour mieux le défendre. Puisque si vous ne le maîtrisez pas, il y aura de violation en violation. Le travailleur viole le droit de l'employeur, l'employeur viole le droit des travailleurs, vice-versa. Donc il faut maîtriser les droits des uns des autres et les limites. Ok. Peut-on catégoriser ces types de conflits sociaux? Ah, bien sûr. Ces conflits sont de deux ordres. Il y a les litiges du travail, et puis il y a le conflit collectif du travail. Litige du travail. Litige individuel du travail. C'est quoi ça? Les litiges individuels du travail, c'est quand un individu qui a signé le contrat avec un employeur sont en difficulté de sa mise en exécution. Donc ils sont en conflit. Bon, l'individu et l'employeur. Ah, bien sûr. Ah, bon? Et le conflit collectif, c'est quand le groupe d'employeurs et le groupe de travailleurs s'entr'accusent pour revendiquer certains droits ou le respect des droits des uns des autres. Ça, c'est bien. Mais parlons des conflits, comme vous avez dit là, individuels. Est-ce que la personne qui entre à conflit avec son employeur, donc d'une manière, excusez-moi l'expression, isolée, parce qu'il n'est pas en groupe, elle n'est pas en groupe, la dite personne, est-ce que souvent, vous qui avez l'expérience des instances judiciaires, quand vous regardez ça de près, en général, c'est les patrons qui commencent ou bien c'est l'employé? En général. En général, c'est le travailleur qui commence. C'est le travail qui commence. Mais il y a aussi des employeurs qui entraînent en justice les employeurs.
Ah oui. Mais la plupart des conflits, ce sont les travailleurs qui amènent les employés. Et quand c'est collectif, là, on va toujours parler d'employés, ou bien c'est l'employeur qui commence. Parce que les groupes se constituent en syndicat pour boycotter, par exemple, le travail, vu que telle chose n'est pas accomplie selon des clauses. Même à ce niveau, les statistiques démontrent que les travailleurs vont en justice contre leurs employeurs, ou le groupe d'employeurs subissent les plaintes de groupes de travailleurs. Alors, montrer quand même aux téléspectateurs, de nombreux téléspectateurs qui nous suivent, des procédures à suivre lors d'un conflit dans leurs prestations. Quelles sont les procédures, maître John Omehiata Wemboloa? Oui, la loi a instauré, ou le législateur a instauré la procédure qu'il soit le litige individuel du travail, qu'il soit le conflit collectif du travail, il y a une procédure à suivre. En ce qui concerne la procédure, le conflit individuel du travail, il y a deux phases. Il y a d'abord la phase administrative et la phase judiciaire. La phase administrative consiste à la conciliation préalable. Quand le travailleur amène sa plainte devant l'inspecteur du travail, du ressort, l'inspecteur convoque l'employeur et on tente de les concilier, c'est-à-dire les mettre ensemble. Et lorsque on trouve un compromis, un accord, on signe le PV de conciliation. À ce moment-là... Et quand on ne trouve pas de compromis? Quand on trouve le compromis, c'est fini. Ce PV de non-conciliation sera exécuté comme un jugement. Ouais. Mais quand on ne trouve pas le compromis, on trouve un compromis partiellement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu accord. C'est-à-dire qu'il y a des accords. À ce moment-là, on dresse le PV de non-conciliation qui permet à l'intéressé de saisir le juge compétent. À ce moment-là, on entame directement la phase judiciaire. D'abord, avant de saisir les juges compétents, on passe par l'inspection générale du travail. C'est préalablement obligatoire de saisir l'inspection du travail. Voilà. Si vous ne saisissez pas l'inspecteur du travail, le juge ne saura pas aller jusqu'au bout avec votre dossier. Ouais. Donc, il faut saisir, c'est une obligation légale et préalable. Il faut d'abord saisir l'inspecteur qui tente de vous concilier. S'il n'y a pas conciliation, à ce moment-là, on va vous permettre de saisir le tribunal. Et quand on saisit le tribunal, ça passe comment? On vient auprès du greffier et puis où on envoie son avocat. Il faut le dire clairement, maître John, parce que c'est nombreuses personnes qui nous regardent. Oui, ont besoin de comprendre. Vous adressez au tribunal par la voix du président. La requête doit être déposée par l'intéressé. On l'enrôle et puis on invite la partie concernée, c'est-à-dire l'employeur. On lui notifie. Si on ne vient pas, on enrôle l'affaire. On va enrôler l'affaire et puis on fixe la date d'audience. Les parties se présentent. On peut comparaître personnellement ou envoyer l'avocat pour être représenté. Donc, la phase judiciaire est déjà entamée, déclenchée par la requête de l'intéressé, mais néanmoins, la décision appartiendra au juge. Mais tout de même, on constate que dans certaines entreprises, surtout les expatriés, excusez-moi l'expression, les nationaux ne sont pas bien rémunérés et quand ils sont à la fin de leur travail ou bien quand ils sont remerciés, le décompte final là, c'est vraiment quelque chose de dérisoire. Est-ce que dans cette matière des droits de travail, du travail, il y a des soubassements, des barèmes aussi au niveau des privés, il y a un standard au niveau de l'inspection générale du travail, selon les types de travail qu'on est en train d'appliquer pour que la personne
qui sort de son travail, qui quitte son travail au bout par exemple, de 10 ans ou 20 ans, puisse être payé d'une manière décente? Oui, avant de répondre à votre question, je termine avec la deuxième phase, Oui. Qui est le conflit collectif. Mhm. La procédure est presque la même chose, mais néanmoins, on commence par tentative de conciliation et l'inspecteur cherche la conciliation de deux parties. Si on ne trouve pas un compromis, on dresse le PV de non-conciliation, comme nous l'avons dit de l'autre côté, mais avec cette spécificité que l'inspecteur défère maintenant les litiges vers la médiation. Et on fait la médiation, on termine la phase de la médiation, on trouve qu'il n'y a pas toujours eu compromis. C'est à ce moment-là qu'on peut saisir les instances judiciaires. Voilà un peu la procédure. Souvent, ce sont des négociations et négociations. Hein? Ah oui, puisque... Parce qu'on voit d'autres avocats qui viennent au lieu de travail rencontrer le patronat, envie de voir s'il y aura lieu de trouver un compromis. On peut toujours négocier, il faut toujours négocier, même quand on est en instance judiciaire. On trouve toujours un compromis, même devant le juge. C'est l'affaire de parties. Alors, on ne peut pas empêcher aux parties de rapprocher le point de vue. Voilà, alors la question qui était restée en suspens. Y a-t-il un barème? Je pense que le contrat du travail signé entre l'employé et l'employeur fixe d'ores et déjà les minimums et les maximums. Donc, le salaire est déterminé dans le contrat. Bon, je vais comprendre une chose. Oui, et quand il y a résiliation du contrat, à la fin du contrat, on doit tenir compte de toutes les rubriques que la loi a prévues. Donc, vous calculez le décompte final. Oui, allocation familiale, tout ça. Oui, oui. Il y a les transports, allocation familiale, congés annuels, ainsi de suite. Hein, tous les avantages prévus par la loi, il faut les payer. Mais ce qui est grave dans notre pays, c'est comme si l'inspection du travail n'entre pas dans les détails de voir comment sont rémunérés les travailleurs d'une entreprise, d'une société. Parce que la plupart des cas, c'est qu'on voit, la majorité de ces travailleurs-là, des domaines des sociétés privées, ou des sociétés de personnes donc à responsabilité limitée, quand ils finissent leur travail contractuel, ce sont des maudites sommes hein, que ces personnes ramènent à la maison, hein, incapables de se payer une parcelle, Maître John Omeyata. L'inspecteur du travail qui a la compétence de calculer les décomptes finaux doit les faire conformément à la loi. Mais nous, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui que deux fois, ils sont sollicités par les employeurs et on calcule mal le décompte final en telle enseigne que le travail se retrouve avec une modique somme à la fin de tout. Alors, je pense que ce n'est pas une bonne pratique. L'inspecteur est payé par l'État, il doit faire le travail comme il se doit, calculer le décompte final conformément à la loi, puisqu'il y a des éléments que la loi a prévus. Il faut calculer tout simplement conformément à ce que la loi dans ce cas demande. d'espèce, que devrait faire un employé mécontent de ce qu'on lui donne comme décompte final? Si l'inspecteur a mal calculé, oui, il faut demander à l'inspecteur de revoir les éléments de calcul. Vous amenez ce que vous amenez, les éléments objectifs, pour que l'inspecteur en tienne compte. Et lorsque l'inspecteur persiste, bon, le juge peut aussi lui demander de le faire, hein, au regard des éléments objectifs. Par un ADD, un avant-dire droit, on peut demander à l'inspecteur de recalculer. Et quand ça n'aboutit pas à l'inspection du travail, que devrait faire ce pauvre travailleur, Maître John? Donc il fait toutes ces démarches-là dont vous parlez. On ne peut pas se rendre justice. Ah oui. Hein, on ne peut pas se rendre justice. On ne peut pas aussi prendre une modique somme. Il faut saisir le tribunal. Oui. Et
lui présenter tous les éléments objectifs pour lui permettre de décider. À ce moment-là, le juge ne fera pas autre chose que ce que l'inspecteur a fait, mais le juge peut demander à l'inspecteur de revoir ses calculs. Ah, là, ça sera maintenant une obligation. Ah oui, l'inspecteur sera soumis aux instructions du juge. Ah oui, le juge lui demande de bien calculer, puisqu'on a constaté qu'on a mal calculé. Et c'est possible. Alors, parlons, par exemple, d'un handicap causé par un accident de travail. Souvent, dans notre pays, les patrons remercient son employé sans indemnité décente. Du coup, celui-ci devient malheureux, il devient inutile dans la société, puisqu'il est incapable de subvenir aux besoins de son foyer. Que dit la loi à la matière? Que dit la loi? Quand vous observez l'ancienne loi de 67, l'ancienne loi de 67, qui là, c'est à l'époque du maréchal Mobutu. Dans certaines de ces dispositions continuent toujours à être exécutées, donc elles sont en vigueur. On a émis le vœu de protéger et le travailleur et l'employeur. Voilà pourquoi la nouvelle loi de 2002 vient équilibrer les choses. D'autant plus que l'ancienne loi montrait tout simplement que le travail avait de droits alors que l'employeur a aussi de droits. Et on a équilibré les choses. Il y a des droits réservés aux travailleurs, il y a des droits réservés à l'employeur. Et quand un travailleur connaît un accident professionnel qui entraîne l'handicap, la loi, à son article 105, 106, précise que ce travailleur conserve d'abord son droit. Il conserve son travail. Bien que le contrat est suspendu, mais il a tous les avantages. Ah bon? Oui, il a ses avantages. Mais néanmoins, son salaire, il touche le 3/4 de son salaire. Les allocations familiales sont payées en intégralité. Le paiement de logement, par exemple, on ne peut pas métamorphoser ça en espèces, puisque vous devez rester quelque part. Il faut loger. Et la loi lui permet d'avoir un logement. Vous voyez que le travailleur est protégé par la loi. Alors, je ne vois pas comment on peut, à la fin de tout, remercier ce monsieur avec une modique somme, alors que tout est prévu dans la loi. Mais c'est ce qui se passe souvent dans notre pays. C'est l'anarchie. Nous sommes de la population. C'est l'anarchie, c'est ce qu'on voit. L'illégalité. Je sais que ceux qui ont la chance d'ailleurs ont une modique somme comme indemnité. D'autres n'en trouvent pas. Bien sûr. Et il manque des moyens d'aller à l'inspection du travail parce que quelquefois c'est monnayé, excusez-moi l'expression, pire encore d'aller en justice au sens de saisir par exemple un tribunal. Permettez-moi de vous donner un cas pratique. Allez-y, maître. Où un travailleur, un chauffeur qui travaillait quelque part a connu un accident du travail. Oui, accident du travail. De circulation. Oui. Mais s'en est suivi des cas de lésion puisqu'il a touché le volant. Il s'est cogné contre le volant. Alors, ce monsieur est mort suite à cet incident. Ah bon? Mais de son vivant, il a saisi l'inspecteur du travail pour qu'il puisse être indemnisé, puisque l'employeur ne l'a pas indemnisé. On arrive devant le juge du travail. Le juge du travail dit que c'est le tribunal de droit commun. On arrive devant le tribunal de droit commun, on nous renvoie devant le juge du travail. Donc, il y a déni de justice. Vous voyez? Deux fois, les travailleurs souffrent. Voilà pourquoi il faut vulgariser cette loi, qu'il soit dans le chef de magistrats, qu'il soit dans le chef de travailleurs et d'autres corporations, pour qu'on sache que les droits doivent être protégés
et à tout prix. Voilà. Bon, espérons que ce que vous dites là, la population va comprendre. Hein. Quand je dis comprendre, ça veut dire que savoir que vous avez des droits, mais malheureusement, souvent, vous abandonnez, vous avez peur et on vous donne quelque chose qui n'est pas acceptable. Et puis ensuite... les intimidations. Voilà, c'est ça. Les intimidations, l'employeur l'intimide, il y a un policier qui se présente, ainsi de suite, et puis il a peur, il y prend des miettes. Ce qui est grave, vous êtes avocat, cher John Omeata. Il arrive que même l'avocat du travail soit corrompu par l'employeur. C'est encore grave. Ce sont des cas vécus. Bon, je me réserve l'expression, mais néanmoins... Non, ne vous réservez pas parce que ça vous touche. Non, je ne dis pas que ça vous touche personnellement, donc ça touche bon, s'il y a des confrères l'avocature, s'il y a des confrères qui sont dedans, je condamne. Mais néanmoins, je sais qu'il y a des avocats honnêtes, consciencieux, qui plaident la cause des travailleurs auprès de leurs... Il y a même des avocats qui ont abandonné leurs clients. Je vous dis, il y a qu'à vrai. Bon, c'est parce qu'ils conseillent aux clients de suivre une logique de négociation. Les clients disent non, écoutez, selon la loi, j'ai droit à tel et tel. Et de l'autre côté, on a corrompu cet avocat. Et après, il déconseille son client de continuer. Et quand les clients persistent, au lieu de soutenir son client jusqu'au bout, il abandonne. Excusez-moi, je veux savoir quand même, qu'est-ce que devraient faire ces clients-là, ces travailleurs? Est-ce qu'ils devraient-ils porter plainte maintenant contre son avocat, Tout le monde est régi par la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Donc, le travail peut aussi porter plainte contre son avocat. Bien sûr, nous avons une corporation. Notre bâtonnier est là, là il peut être saisi pour qu'on puisse examiner la question. Vous voyez, donc nous sommes régis par la loi et c'est la loi qui nous protège. Seule la loi. Je ne vois pas comment un avocat peut-il poser des actes illégaux et demeurer impuni. Non, je ne pense pas. Et vous, personnellement, comme avocat et des circuits de l'ASBEL, de membres de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, qui est dirigé par Maître José Yombo Chipangila. Comme vous avez suivi, il est en séjour de travail à l'arrière-pays et il ne manque pas de cerveau. Vous suivez Maître John Omeata Wemboloa. Écoutez, ce sont les mêmes calibres. Et vous êtes édifié. Alors, vous, particulièrement comme avocat, vous racontez ces cas. Excusez-moi, dites-moi d'abord, avant d'évoluer vers la fin de l'émission, dites-moi, qu'est-ce qui est difficile dans tout ça? Quand vous commencez les démarches pour votre client, qu'est-ce qui est difficile pour essayer de trouver gain de cause pour ces derniers, pour les clients? Si je suis du côté des travailleurs, oui. Je suis du côté de la partie économiquement faible. J'en souffre, puisqu'il ne trouve pas le moyen si vite de rémunérer son avocat et subvenir aux besoins de la procédure. Ça, c'est la première difficulté. Mais pour les travailleurs persévérants, je pense qu'ils acceptent de mettre l'avocat dans de bonnes conditions pour faire le travail. Et quand l'avocat a tous les éléments complets, je pense que il ne peut que suivre les dossiers de son client. Et je trouve que c'est légitime, c'est légal. Pour qu'un avocat poursuive jusqu'au bout la procédure lui confiée. Alors, quand un travailleur, un employé vole dans une entreprise ou une société, va-t-il écoper d'un licenciement ou d'un emprisonnement? N'y a-t-il pas des pardons assortis des conséquences compensatoires en défalquant par exemple dans les salaires de ces voleurs, excusez-moi, de ces travailleurs qui a volé, selon qu'il y a des vols légers, des vols influencés, sans oublier des détournements? Je m'excuse, je pense qu'il y a une disposition qui
interdit cela. Je cite en passant, ça doit être l'article 274. Vous pouvez lire, vous êtes libre, maître. Cette loi précise que les conventions collectives, Oui. le contrat du travail, ainsi de suite, ne peuvent pas déroger aux règles impératives. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas déroger à la loi publique. Je donne un exemple. Allez-y. Vous dites qu'il y a eu vol, n'est-ce pas? Mais nous savons que le vol, d'abord, c'est une infraction, Oui. régie par le code pénal. OK? Article 78. Quand il y a vol, on vous poursuit. OK? On doit vous poursuivre. Ça va? Oui. Mais néanmoins, pour l'employeur, il va considérer ça comme une faute lourde qui ne lui demande plus de continuer à solliciter vos prestations. À ce moment-là, ça met fin au contrat du travail. Mais, étant donné que ça dépend d'un droit personnel de l'employeur, il peut l'exercer ou non. Il peut se dire que malgré le constat fait du vol, je pardonne, je passe outre. Donc l'employeur peut dire ça. Peut passer outre. Pourquoi? Donc ça dépend aussi de l'employeur. Ça dépend de l'employeur, d'autant plus que le travailleur à sanctionner peut-être amène une contribution énorme dans l'entreprise. Alors, l'employeur met l'eau dans le vin et on continue la route. Mais néanmoins, ce sont des cas rares, puisque quand vous mettez à commettre de telles bévues dans l'entreprise, ça suppose que vous n'êtes plus un homme de confiance, de bénéficier de la confiance de votre employeur. Alors, faisons le contraire. L'employeur qui détourne les salaires de ses employés. C'est bien clair selon les écritures comptables qu'à la fin du mois, par exemple les 25, les employés doivent toucher telle catégorie, tel niveau de salaire, tout ça selon les barèmes qui est établi. Et on arrive à la date, l'argent n'est pas là, et comme il y a les syndicats, on fait des enquêtes, on découvre que l'employeur a fait passer l'argent, à sa famille compte tenu d'une urgence. On appelle ça peut-être détournement. Alors, en ce moment-là, qui devrait faire l'ensemble des employés? Le droit du travail, oui. C'est une discipline sui generis. Cela veut dire quoi maintenant? Qui est au centre de beaucoup de disciplines. Oui. Le droit du travail peut faire appel au droit pénal, hein, et ce n'est pas pour rien qu'on a réservé un chapitre exclusivement aux infractions. Hein. Donc le droit pénal du travail, ça existe. Mais néanmoins, il faut nuancer. C'est lui qui détourne, l'employeur qui détourne les dus des travailleurs. Oui. En tout cas, n'est pas aménagé par la loi. On peut le poursuivre devant les instances compétentes. Même pour détournement ou une autre infraction, ainsi de suite, je pense que les instances compétentes sont là pour juger tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous devez connaître vos droits. Ce n'est pas pour rien que cette émission intervient. Justice et promotion, vous allez découvrir. Et souvent, nous abordons des matières d'une manière pratique parce que des grandes théories qu'évoquent nos honorables et honorifiques avocats, que ce soit Maître José Yomboti Pangila, que ce soit Maître John Omeata Wemboloa, ce n'est pas facile de les vider en une séance d'émission. Alors, on touche plus de points pratiques et comme ça, on accompagne ça avec les soubassements
qui est déjà dans la loi, dans les juridismes, dans la justice. C'est le but de cette émission. Et les numéros qui sont affichés là, chaque fois que vous voulez entrer en contact avec ces estimés avocats, ils sont très considérés dans notre capitale, appelés comme dernièrement. Donc j'ai passé un contact qui voulait vraiment parler à Maître José pour des raisons, des professionnels ou quoi. Donc c'est toujours comme ça. Alors Maître, avant que je ne pose la dernière question, je voudrais savoir, quand on voit la République démocratique du Congo, parce que nous sommes au Congo, si on va dans les domaines internationaux, ça serait encore vaste. Ça, on évoquerait un autre jour, parler du droit international. Ça va venir, c'est une matière inscrite dans cette émission. À son temps, ça va venir. Alors, au Congo, ici, est-ce que les codes du travail est bien vulgarisé, même dans les entreprises? Y a-t-il peut-être, excusez-moi l'expression, des services qui sont rendus par l'État pour montrer à chacun que c'est son droit, ou bien c'est resté comme ça, comme un droit ignoré? Oui, merci de la question. La vulgarisation, c'est l'affaire de tout le monde. Et d'ailleurs, votre émission est à point nommé. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est que la loi demande de faire, que chacun puisse connaître ce droit. Dans l'ensemble des travailleurs et des employeurs, nous constatons une chose. Oui. Qu'il y a une léthargie. Léthargie, waouh! Les travailleurs, apparemment, ne maîtrisent pas leurs droits. Et que les employeurs en profitent pour les mater. Alors que la loi a défini les droits des uns et des autres, les limites des uns et des autres. Et nous encourageons l'émission et toutes les structures que nous avions citées auparavant de continuer à vulgariser cette loi qui est apparemment en souffrance, alors que c'est depuis 2002 qu'elle est en vigueur. Mais sur le terrain, c'est comme si pratiquement 20 ans. Mais sur le terrain, c'est comme si la loi n'existait pas, quasiment pas. Vous voyez? Alors, je pense que nous devons fournir des efforts pour vulgariser cette loi. Une dame américaine qui vient ici a signé son contrat en Afrique du Sud, elle vient exécuter ici au Congo, et quand elle lit la loi, elle trouve que la loi la protège. Elle a saisi les instances par nous et elle a eu gain de cause. Une expérience vraie. Oui, une américaine vraiment qui est engagée ici, qui exécute ce contrat ici signé en Afrique du Sud, mais on a violé. Mais ici, elle a introduit son action et on lui a donné gain de cause. Donc, c'est possible de connaître ce droit et le défendre. C'est possible. Vraiment. Pourquoi les Congolais hésitent-ils de maîtriser leurs droits et les défendre proprement? En tout cas, ça c'est très clair. Ça m'édifie moi aussi pour peut-être vulgariser davantage dans d'autres structures comme journaliste, à part l'émission. Bien sûr. L'émission, je signale d'ailleurs que cette émission, c'est voulu par des volontés fondues en une seule, la volonté de la télévision APSI, qui voulait vraiment vulgariser la justice, les droits, et la volonté de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion. C'est vraiment ça, et nous sommes unis pour faire ce grand travail. C'est comme ça que vous verrez davantage la clarté des droits à travers cette émission. Maître, une question purement technique, et ça serait à la fin. Les normes du droit du travail. Les normes du droit du travail ont des origines nationales. Loi, décret, actes réglementaires, jurisprudence, etc.
Et au niveau international, Organisation internationale du travail, des conventions des droits de l'homme, des chartes sociales. Mais l'on constate qu'il y a trop d'abus sociaux en République démocratique du Congo. Et quelquefois, plusieurs cas demeurent litigés au niveau des instances judiciaires. Alors, peut-on encore dire que la loi du plus fort s'appliquerait même au niveau du travail, l'employeur qui domine l'employé? Voilà la question. Et cela va résumer même cette grande matière, Maître John Omeyata Wimbolua. Merci, M. Clément, pour la question. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. La loi de 67 portant code du travail a été révisée, a été remplacée par la loi de 2002. Mais néanmoins, le constat demeure. Le souci de protéger et le travailleur et l'employeur. Ce souci-là, c'est après constat. Après un constat que les travailleurs sont toujours violentés, toujours minimisés, toujours malmenés, toujours. Par qui? Par les employeurs. Voilà pourquoi la loi est venue équilibrer les choses. Alors maintenant que nous avons la loi entre nos mains, vous dites qu'il y a trop d'abus. Les abus sont toujours légion. Suite à la maltraitation des dispositions légales, mal application ou mauvaise application des contrats du travail ou des conventions collectives qu'on interprète à tort et à travers, tout ça, ça ne favorise pas une bonne exécution du contrat. Voilà pourquoi je venais de dire tantôt que nous devons vulgariser la loi. Que chacun puisse respecter cette loi dans toutes ses facettes, qu'il soit travailleur, qu'il soit employeur. Et nous pensons que c'est à ce prix que nous allons faire la promotion de l'état de droit. Puisque nous sommes dans l'état de droit, il faut que tout le monde soit soumis à l'autorité de la loi. Dur Alex, c'est de l'ex, bien dit. C'est-à-dire la loi est dure, mais c'est la loi. Cette loi est sortie, nous devons l'appliquer, nous devons la respecter. Nous vous remercions pour nous avoir réservé cet accueil dans votre studio précieux. Et cette vulgarisation que vous faites, nous sommes obligés aussi de le faire à notre niveau pour que l'état de droit que nous avons voulu de tous nos voeux soit une réalité. Merci, Maître John Omeyata Wimbolua, collaborateur de Maître José Yoboti Pangila, tous de l'ASBEL Justice, le Salomon Justice et Promotion. En tout cas, nous sommes très contents d'avoir ces éminents avocats qui nous donnent de la matière, une émission pédagogique et la manière dont ils abordent ça nous clarifie beaucoup de choses. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour ce soir. À la prochaine opportunité. Bonsoir.